en 30 secondes, chacun, chacune, qu'est-ce que vous aimeriez nous dire sur votre parcours, sur ce qui vous distingue? On va commencer, Geneviève. Commencer, oui. Moi, c'est Geneviève Lamoureux, je suis orthophoniste, je suis doctorante en sciences de l'orthophonie. J'ai un bégaiement aussi. Et dans mon doctorat, je fais une thèse sur la représentation du bégaiement dans les médias. Et je fais de la recherche-action participative, donc de la recherche avec la communauté bénévole. Génial! Merci Geneviève d'être avec nous. Karine? Bonjour, Karine Leblanc, je suis orthophoniste. Je suis ici, j'imagine, parce que j'ai participé à un groupe de travail là, sur le guide qu'on a donné. J'imagine! Et parce que je suis aussi les pas de ma mère, qui est orthophoniste de carrière, qui a terminé là, il y a 2 ans avec 35 ans de service. C'est pas autant que les 43 qu'on a entendu tantôt, mais quand même... Une belle carrière. Ouais. Béatrice qui est avec nous. Oui, donc moi c'est Béatrice. Moi ça fait 2 ans que j'ai gradué en audiologie. En fait, à la base, je suis née avec des oreilles d'une personne de 80 ans, comme j'aime bien l'expliquer. Fait que j'ai des oreilles qui entendent moins bien que mon âge. J'ai eu des appareils à partir de 2 ans. Fait que j'ai passé 2 ans un peu dans le silence. Puis après ça, une fois que j'ai eu mes appareils, là, ça a été... le jour et la nuit. Hein? Le jour et la nuit, exactement. En tout cas, moi je m'en rappelle pas dans le fond, je dis ça, mais c'est vraiment mes parents là, c'est ce qu'ils me disent. Fait qu'à partir de 2 ans, j'ai eu mes appareils, j'ai des suivis en orthophonie, en audiologie avec des audioprothésistes. Donc, mon parcours personnel a commencé à partir de là. Finalement, je savais que je voulais aller vers la relation d'aide, j'ai fait un bac en psycho-aide. J'ai commencé à étudier en orthophonie. J'ai une grande admiration pour les orthophonistes, là, absolument, mais finalement, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Fait que finalement, j'ai switché en audiologie, fait que maintenant, je peux dire que... Le trait d'union, il existait encore. Il existe encore. Je suis pas orthophoniste, mais il manque 6 mois d'orthophonie, là. Ouais. Fait que, voilà, ça l'explique pourquoi je suis là aujourd'hui. Moi, je suis né avec une surdité sévère profonde des 2 côtés et je me considère comme un pur produit du dépistage et de l'intervention précoce. Pour l'époque, ma surdité a été détectée très tôt. Donc, avec une prise en charge rapide, mon développement a pris un premier bond vers le haut par une prise en charge en orthophonie et en audiologie à l'Institut Raymond Devoir. À chaque fois que je demande à mes parents de me parler comment c'était quand j'étais bébé, ils me parlent avec admiration de Sylvie Leroux, ma première orthophoniste, et de Marcène Chapdelaine, ma première audiologiste. Donc ça a eu un gros impact sur mon cheminement. Et plus tard, j'ai reçu un premier implant cochléaire. Ça a été un autre gros bond dans mon parcours et ça a orienté carrément mon choix de carrière. Donc, je suis rentré en audiologie, j'ai gradué en 2012 et je travaille à temps plein pour le programme d'implant cochléaire, donc depuis 2012. Donc, avec mon équipe, on a procédé depuis que j'ai commencé à plus de 2200 chirurgies d'implant cochléaire. Wow! Chapeau! Bravo! Nicolas, sans révéler ton âge, parce que si on veut faire une comparaison avec le fils de Marie-Josée, t'as quel âge? Parce que tu sais, il disait qu'il faisait quand même partie des premiers, là. Donc... C'était pas dans le contrat de parler. Marie-Josée, elle vous dire quelque chose. Je vous le raconte. C'est un ami d'enfance d'Olivier, il était dans la même classe. Lui, il était bon. On comparait les audiogrammes, sa mère puis moi. Puis mon audiogramme était meilleur, mais les résultats étaient pas là. Lui, il était bon. Ah, c'est bon. Bravo, Nicolas, pour ton parcours. Bravo. Merci, c'est belle commentaire. Ah,
J'ai 36 ans, c'est pas. Donc, OK, c'est grand, d'accord, on le sait. Merci beaucoup. Béatrice, Nicolas, vous en avez glissé un mot. Geneviève, Karine, par rapport à votre condition, votre expérience personnelle, qu'est-ce que ça a fait d'influencer peut-être votre choix de carrière? Oui, ben moi j'ai fait de l'orthophonie quand j'étais petite. La première fois que j'ai consulté, c'était à 7 ans. Puis j'ai consulté à 7 ans, à peu près à 9 ans, 12 ans, 15 ans. Donc j'ai consulté en continu jusqu'à, c'est ça, à peu près à l'âge de 16 ans que j'ai arrêté. Puis quand j'étais petite, c'était mon rêve d'être orthophoniste. Ah ouais? Il y en a qui veulent être chanteuses, il y en a qui veulent être actrices. C'est correct. Puis voilà, puis c'est revenu à 18 ans, tu sais, quand c'est l'âge de faire un choix de carrière ou de commencer à penser à ça, mais je me disais, je bégayais, je peux pas être orthophoniste parce que je bégayais. Puis dans ma tête, j'aurais dû régler ou contrôler ou guérir, entre guillemets, le bégaiement, mais j'avais pas été capable de le faire, tu sais. Fait que je me disais, ben, je peux pas prétendre être orthophoniste si, tu sais, moi-même, j'ai pas pu régler mon problème. Santé imposteur. Ouais, voilà. Ouais. Donc, c'est passé, puis là, finalement, j'ai été vers la traduction, tu sais, parce que je me disais, c'était vraiment, ça c'était à l'âge de 26 ans, puis c'était un âge où j'acceptais beaucoup plus, mais je me disais dans la sphère professionnelle, c'est comme j'acceptais pas de montrer que je bégayais, tu sais, donc j'ai été vers un emploi où j'avais pas à parler, mais un jour je me suis dit non, j'ai vraiment, il y avait quelque chose en moi qui m'habitait, comme si je voulais dire quelque chose, ou bref. C'est beau ça, oui. Puis là, en fait, c'est grâce au soutien de personnes qui sont présentes ici. Notamment, il y a la professeure Marie-Ève Cathy de l'UQTR, qui est au fond juste là, qui est une des personnes, alors que je m'impliquais à l'association Bégaiement Communication, qui est une association de soutien pour les adultes bègues. Et c'est là que je t'ai rencontré. Tu m'as invité à donner des conférences dans ton cours, puis tu es une des personnes importantes qui m'a dit ben, je te verrais être orthophoniste. Puis là, moi, j'étais comme, mais je bégaye. Là, t'étais comme, ben, justement. Voilà, fait que c'est grâce à des gens comme toi si j'ai été vers cette voie. Puis on parlait de l'évolution de la profession, tu sais, puis j'avais des grandes craintes, tu sais, est-ce qu'il y aura du jugement ou des obstacles dans les croyances des gens, puis honnêtement, je pense que, tu sais, les peurs étaient plus dans moi. Mais tu sais, oui, il y a des obstacles dans notre monde, tu sais, j'ai des commentaires parfois de gens qui sont comme « Ah, ok, Est-elle crédit? » Mais, oui, c'est ça. Mais dans mon parcours, puis dans les recherches que je fais maintenant, dans les environnements que je côtoie, j'ai énormément de reconnaissance, de gens qui m'encouragent, qui me disent qu'ils sont contents que je suis là. C'est vrai que c'est comme le contraire, plutôt, je vois que le bégaiement est une force dans mon travail. Très bien dit. Je vous remercie beaucoup tout le monde. Merci. Ensemble, on aurait dû sortir une bouteille de vin, mais le temps file, ça va vite. Karine, peut-être mentionner à quel point un parent peut nous influencer dans ce qu'on va envisager pour l'avenir. Un peu tous les jours, là. Je voyais ma mère partir travailler, évidemment, elle aimait beaucoup ça, l'orthophonie, elle aime ça encore, même maintenant, elle décide de faire du bénévolat, puis c'est vraiment avec les personnes, elle va parler avec les personnes âgées, donc c'est vraiment quelque chose qu'elle aimait beaucoup. Et aussi, elle m'amenait dans ses écoles lors des journées pédagogiques, donc je pouvais colorier son matériel, ouvrir le nouveau matériel, lui lire les feuillets d'instruction. Et donc c'est vraiment comme ça tous les jours que je voyais que ça avait de l'air intéressant. Je voulais vraiment une carrière complètement différente, je voulais pas travailler en milieu scolaire comme elle, mais finalement, malgré moi, c'est pas si loin que ça de ce qu'elle a fait. La pomme tombe pas loin de l'arbre, comme ils disent.
De votre côté, Béatrice, Nicolas, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas mentionné d'entrée de jeu, puis vous pouvez vous permettre de le mentionner, mais j'ai quand même le goût de lancer une question, puis si vous avez le goût, n'importe qui de répondre, je m'adresse à moi en premier. Comment votre condition fait en sorte que vous traitez peut-être le patient différemment, autrement que peut-être une personne qui a son ouïe total? Êtes-vous plus empathique, à l'écoute, compréhensif? Je me mets dans votre peau. Bon, des dates d'abord. De mon côté, c'est sûr que je pense que ça a, un peu comme tu disais tout à l'heure, je pense qu'au départ, on pense que peut-être ça va être un point négatif en ce qui concerne notre crédibilité professionnelle, mais au contraire, je pense que ça fait en sorte qu'on est plus en mesure de bien expliquer, de bien vulgariser. Le counseling, l'explication au patient, c'est un peu mon cheval de bataille comme audiologiste. Je pense que c'est la partie la plus importante où on peut vraiment faire une différence sur la perception que la personne va avoir de nos recommandations. Je pense que c'est quelque chose qui est très présent, que les patients vont beaucoup verbaliser de mon côté, qu'ils sont contents d'avoir quelqu'un qui les comprend, qui savent comment ils entendent, qui savent qu'est-ce qu'ils vivent, qui comprennent aussi le deuil d'avoir une audition normale. Ben, j'en ai jamais eu, mais mettons quand je suis passée au secondaire, à l'adolescence, ben c'est sûr que j'avais envie d'être comme les autres, puis j'avais pas d'Olivier ou de Nicolas dans ma classe pour pas être l'extraterrestre, tu sais. Fait que je pense que les patients, ils sont contents de voir que c'est pas juste les personnes aînées qui ont des appareils, les jeunes aussi, puis qu'on passe par le deuil, mais qu'au final, honnêtement, moi, ce que je dis toujours à mes patients, c'est que tout le monde s'en fiche, là. Il y a juste nous que ça dérange de pas être comme les autres, mais au final, je pense que ça l'aide à notre lien de confiance avec la personne. Je pense à des patients que je vois qui sont connus pour être bougons dans ma clinique, un peu, là, qui disent que les appareils, c'est de la chenoute, c'est dégainé, c'est de la merde, puis... Bon chat! Il y a peut-être des audiologistes, mais c'est quoi, j'habite en Beauce. Ben, j'habite en Beauce. On va aller te voir. Si jamais tu veux la Oui, certain. Joue c'est ça, ce genre de patient. Je pense que c'est les patients qui rentrent dans mon bureau, ils sourient pas, on prend 15 minutes pour refaire le test d'audition, mais après ça, on passe 45 minutes à jaser simplement de c'est quoi l'appareillage auditif, que ça a ses limites, mais qu'il y a quand même des solutions. Il faut juste avoir des attentes réalistes puis s'attendre à ce que, justement, que ça soit pas toujours facile. Fait que je pense que c'est ça facilite le lien de confiance avec les patients. Mes collègues qui trouvent que mes patients qui ont l'air de bœufs, ils sortent tout le temps avec le sourire puis ils comprennent pas pourquoi. Mais je pense que c'est parce que j'ai des oreilles qui leur ressemblent. Fait que je dirais que c'est peut-être ça que ça l'apporte avec le lien avec les patients. C'est bon. Nicolas, comment les gens se sentent avec toi? Ben, en fait, à la base, pourquoi j'ai choisi d'être audiologiste, je voulais aller dans le domaine de la santé à la base, et je voulais vraiment une profession qui fait la différence dans la vie des gens. Je voulais vraiment marquer le parcours, vraiment donner mon empreinte. Et la deuxième raison également pourquoi j'ai choisi d'être audiologiste, je voulais être dans une profession où mon handicap, si on veut, allait devenir un atout, un avantage, une force. Donc, c'est vraiment ce qui m'a amené dans ce chemin-là. Initialement, quand j'ai commencé ma carrière, je ne faisais pas référence à mon parcours, à ma sortie dans mes implants cochléaires, parce que j'avais comme envie de faire la différence entre Nicolas le biologiste et Nicolas la personne malentendante. Je voulais un peu me prouver à moi-même que je suis capable, si on veut, d'être un bon audiologiste malgré cette différence-là. Mais ça n'a pas pris beaucoup de temps que je me suis dit, cette différence-là, je veux en faire une force, un avantage. Donc maintenant, je n'hésite aucunement à partager mon expérience. Et dès le départ, quand je rencontre les gens, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le parcours, n'hésitez surtout pas. Puis c'est sûr que, surtout dans le contexte d'un implant cochléaire, recevoir un implant cochléaire, c'est entendre d'une façon complètement différente. C'est une longue période d'adaptation. Donc, évidemment, ça me donne une certaine pertinence, une certaine crédibilité de pouvoir dire, écoutez, je suis passé par là, je sais exactement de quoi vous parlez. Donc,
vous suivez mes conseils, puis vous allez le faire. Ça fonctionne. Et même, c'est tellement, cette différence-là, c'est tellement un avantage dans ma vie que, comme je dis à mes patients, puis surtout, ce que je trouve le plus valorisant dans mon travail, c'est de voir des parents qui arrivent avec leur bébé, puis qu'on va les accompagner là-dedans. Je n'hésite pas à dire que si j'avais à recommencer ma vie, c'est sûr que c'est tellement devenu une force, ça a tellement changé mon parcours d'avoir une sûreté, de vivre avec des implants cochléaires, que si c'était à recommencer, je n'hésiterais pas à recommencer de la même façon. Donc, c'est sûr que ça a un impact dans la relation avec les patients. Ouais, bravo Nicolas, c'est inspirant vraiment. Je vois le temps qui file. Karine, puis je vais avoir une dernière question pour vous. J'aimerais que vous répondiez en une trentaine de secondes. Comme je vous dis, on aurait pu passer la soirée avec vous. Karine, à quel point tu te réfères à ta mère? À quel point elle a une présence de bons conseils encore aujourd'hui? Je pense que le meilleur conseil que je vois quand je la regarde, c'est vraiment qu'elle a progressé à travers les années. Elle était tout le temps ouverte aux nouveaux changements. Mais ce qui est arrivé, c'est que quand moi j'ai gradué, c'est moi qui la conseillais finalement. Parce que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la clientèle autiste, puis elle avait tout d'un coup une classe avec des élèves qui correspondaient à ce profil-là. Donc c'est moi qui la questionnais. Par la suite, avec le changement de conclusion diagnostique en orthophonie, ben j'avais lu, j'avais été un peu plus informée, c'est que finalement, elle m'appelait pour savoir ses conclusions, si étaient correctes. Mais non, c'est ça. Ok, génial. Alors, brièvement, chacun à tour de rôle, si je vous demandais qu'est-ce que vous diriez, votre meilleur conseil à une personne qui se retrouve avec le diagnostic ou peu importe, vit une difficulté quelconque sur son parcours, qu'est-ce que vous lui diriez? On a eu quand même un aperçu, mais peut-être plus clairement. Et quels sont vos objectifs, vos rêves, comment vous envisagez votre avenir? Bonne question. J'en ai un peu parlé, mais le message que moi j'essaie de passer le plus possible à mes patients malentendants, c'est que c'est tellement forçant d'essayer d'entendre quand on n'a pas les appareils, quand on n'a pas d'implant. On est tout le temps en train d'essayer de forcer comme si on n'avait pas nos lunettes puis qu'on plisse des yeux tout le temps. C'est fatigant pour le corps. Fait, pourquoi pas s'aider davantage? Comme je le disais tout à l'heure, honnêtement, s'il y a bien une chose que j'ai compris dans ma vie, c'est que tout le monde s'en fiche là, au secondaire. Et moi, j'étais la seule que ça dérangeait. Les autres, j'oubliais tout que j'avais des appareils. Fait que ça, puis ça change vraiment la qualité de vie. Fait que c'est sûr que c'est pas des oreilles neuves, c'est pas... ça a quand même ses limites, puis ses défis, mais il y a toujours des solutions, il y a des professionnels qui existent pour ça. Fait que c'est mon message. Puis sinon, pour le futur... je sais pas. C'est correct. C'est améliorer la qualité de vie, là, définitivement, pour que les gens le comprennent et qui peuvent peut-être sauver leur couple. OK, c'est ça. Venez me voir. Oui, Nicolas. J'ai un énorme regret par rapport à l'implant cochléaire qui est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Ah. Donc, c'est ce que je rappelle souvent aux gens que je croise dans le processus. Donc, la technologie évolue très vite, les connaissances avancent très vite grâce au travail des orthophonistes et des audiologistes. Donc, le conseil que je donne aux gens, c'est justement passer à l'action. De passer à l'action. C'est ça que ça prend. Puis, de faire confiance, avoir toute l'évolution technologique en implant cochléaire, c'est étourdissant à quel point que ça va vite. Puis, toutes les connaissances alentour au niveau des impacts de la sûreté unilatérale, au niveau du système vestibulaire, au niveau de différents aspects. Il faut embarquer dans le bateau pour suivre l'évolution. Merveilleux. Geneviève, le bégaiement, à quel point c'est présent, à quel point il y a des gens qui vivent avec ce défi, je dirais? Est-ce que ta question porte sur la proportion? La première question, mais je veux dire, quand il y a une personne qui a ce défi à surmonter, qu'est-ce qu'on lui conseille, etc. Puis là, je vais en aller avec l'autre question de savoir est-ce qu'il y a beaucoup de gens autour de nous, plus qu'on pense? Ce que les études disent, il y a un consensus autour du 1% de la population adulte qui a un bégaiement. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde. Au Québec, ça serait 90 000. On pourrait dire une belle ville de gens. Une communauté! Puis sinon, ce que personnellement, moi, je conseille à d'autres gens
qui bégayent, s'ils se sentent prêts à ça, parce que c'est pas tout le monde, mais moi, ce qui m'a aidé beaucoup, puis il y a des recherches sur ça aussi, c'est de rencontrer d'autres gens qui bégayent. Moi, ça m'a aidé beaucoup parce qu'on peut se sentir très seul, même si 1% c'est 90 000, n'empêche que c'est ça, c'est pas tant que ça non plus. Puis il y a beaucoup de gens qui le cachent, fait que tu sais, deux personnes qui bégayent peuvent être ensemble, mais pas le savoir. Mais on n'a pas le temps d'approfondir ça. C'est ça. Mais éviter l'isolation. À la rencontre d'autres personnes qui bégayent, moi, c'est notamment quand j'ai vu d'autres orthophonistes qui ont un bégaiement qu'on peut entendre, qui est présent, que je me suis dit, ben je peux faire ça aussi, avec les bons mots de professeur. Mieux s'intégrer et éviter de s'isoler avec cette réalité-là. Voilà. Karine, t'as pas l'air sûre de vouloir répondre, puis je veux pas te mettre de pression, mais est-ce que tu avais un petit mot de la fin? Oui, en trentaine de secondes pour toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager aux gens? Parce qu'en tant que tel, toi, je veux dire, je veux pas dire que ça va bien, mais ça va bien. Dans le sens que tu étais ici pour nous témoigner de ce modèle-là parental qui peut avoir une belle influence positive sur notre vie. Mais qu'est-ce que tu aimerais laisser comme message de fin? Ma mère m'a aussi laissé aller voir d'autres métiers. Elle m'avait pas seulement dit orthophoniste, mais elle m'a vraiment permis de rentrer dans le milieu scolaire, d'aller observer d'autres métiers pour me rendre compte que c'était l'orthophonie qui allait m'intéresser. Mais tous les chemins sont bons pour se rendre de métier, mais c'est vraiment le fun, l'orthophonie. Un bel applaudissement pour